des mines dans des zones où la pauvreté est grandissante. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. Les avocats d'Ousmane Sonko ont déposé ce matin un recours devant le tribunal de Ziguinchor pour l'annulation de la radiation du leader de PASTEF des listes électorales. Ils disent être dans les délais. Les conseils du maire de Ziguinchor soulignent que le tribunal a un délai de 10 jours pour se prononcer sur leur requête. Écoutons Maître Djibi Diagne au micro de Lamine Ba. Tout le monde sait que M. Ousmane Sonko a fait l'objet d'une mesure de radiation des listes électorales en perspective des présidentielles de 2024. Et donc Ousmane Sonko ne s'en était rendu compte que le vendredi passé lorsqu'il a envoyé son mandataire, M. Daffé, qui est parti pour retirer les fiches de parrainage. C'est à ce niveau où l'administration en charge des élections l'a renvoyé pour dire tout simplement qu'il ne peut pas avoir de parce qu'il est radié. C'est à partir de ce moment précis que Ousmane Sonko venait de se rendre compte de ce qu'il avait été radié. C'est la raison pour laquelle le pool d'avocats que je représente ici a fait un recours par le mécanisme d'une requête aux fins d'annulation de la mesure de radiation. C'est ce recours-là que nous avons déposé devant donc, la juridiction du TI, tribunal d'instance de Ziguinchor, qui a reçu le document avec l'ensemble des pièces y afférentes. Donc voilà ce qui justifie notre présence aujourd'hui ici. Et nous avons la certitude, j'allais peut-être dire que nous avons la conviction que cette procédure va prospérer parce que les moyens que nous avons développés en la forme sont très costauds, tout comme les moyens au fond. Parce que vous savez, au fond, le combat se pose sur la question de la contumace, mais on ne vous en dira pas plus parce que ça reste une stratégie que nous allons développer le jour de l'audience. Ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où le dépôt est fait, notre procédure est recevable parce que le texte nous permet de le faire dans les 5 jours. Si vous calculez du vendredi à aujourd'hui, nous sommes dans les délais et le tribunal maintenant est dans l'obligation légale de rendre une décision dans les 10 jours. Les avocats de Ousmane Sonko ont déjà eu à déposer 2 autres recours devant la chambre administrative de la Cour suprême, l'un contre la dissolution du parti PASTEF et l'autre contre le refus de remettre des fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Présidentielle 2024, justement, l'ancien Premier ministre Cheikh Agibou Soumaré se déclare candidat. Il choisit le parrainage citoyen pour être en contact direct, dit-il, avec le peuple. Le voici au micro de Famadione. Passionné de toujours relever les défis tout au long de la trajectoire d'une vie, je demande aux Sénégalais, sans exclusive, de me faire confiance et de porter leur choix sur ma personne au cours de l'élection à venir. Mais en parrainant d'abord, je le fais avec un profond sentiment de responsabilité envers notre nation, son peuple et sa grandeur. J'en appelle à tous les Sénégalais de sang ou d'adoption, soucieux du devenir de notre beau pays, à s'unir autour du projet de développement à venir de notre pays. J'ai choisi le chemin du parrainage citoyen pour aller au contact de cette généreuse jeunesse, de ces braves femmes et de ces dynamiques travailleurs, en souhaitant ranimer l'espérance par la proposition d'une nouvelle alternative. Je dirais même d'une nouvelle offre politique qui ne sera pas illisible à cause de la ruse sinécure. J'ai longtemps intégré l'intelligence de notre jeunesse, de son ambition à servir le Sénégal. Cet enthousiasme débordant de notre jeunesse doit être perçu comme une force de proposition et non une faiblesse et accompagné par le dirigeant que j'espère. Je dis d'ores et déjà à cette jeunesse qu'elle a tout mon respect. Et pour paraphraser Nelson Mandela, ce digne fils d'Afrique, nous croyons en la jeunesse. Chaque génération a l'opportunité de refaire le monde. J'ajouterai simplement, refaire le monde en bien, car vous n'êtes pas et vous ne devez pas accepter d'être comparé à la misère du monde. C'est la première prise de parole en public de Cheikh Agibou Soumaré depuis la levée de son contrôle judiciaire. Pour rappel, il avait été interpellé sur des allégations de versement d'un montant de près de 8 milliards de francs CFA en faveur d'une personnalité politique française. Autre candidature, celle de l'avocat Maître El Hadj Diouf, malgré son appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar, comme vous le savez, qui a déjà désigné son candidat officiel. C'est sous la bannière de la coalition dénommée Maître El Hadj Diouf président. Toutefois, le leader du parti PTP se dit toujours membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Écoutons Maître El Hadj Diouf, interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. J'ai retiré ma fiche par l'intermédiaire de mon mandataire, le professeur Elie-Jean Malo. Je suis candidat, ça je l'ai déclaré plusieurs fois devant même Benno Bokk Yakaar.
mon parti m'a investi comme candidat à la présidentielle de 2024 avec la coalition Maître El Hadji Diouf président. Nous sommes le numéro 84. Coalition Maître El Hadji Diouf président, numéro 84. Mais Maître, est-ce que vous ne craignez pas de ne pas pouvoir franchir le cap des parrainages, 44 000 signatures de citoyens? Est-ce que vous pensez pouvoir atteindre cet objectif? Pour quelqu'un qui a mon parcours, pour quelqu'un qui a fait ses preuves dans ce pays, pour quelqu'un qui est désigné et partout appelé député du peuple, pour quelqu'un dont la popularité ne souffre d'aucun doute, réunir 1 million de signatures ne pourrait jamais poser problème. A fortiori, 44 000. Non, respectez quand même l'homme et son parcours. Respectez Maître El Hadji Moustapha Diouf, leader de la coalition Maître El Hadji Diouf président. On sait que Benno Bokk Yakaar a choisi Amadou Ba comme son candidat. Est-ce que vous continuez à vous réclamer membre de cette coalition? Réclamer, je suis encore membre de Benno Bokk Yakaar. Benno Bokk Yakaar n'appartient à personne. C'est une coalition qui est née en 2012 pour soutenir la candidature de Macky Sall au second tour. Et nous sommes membres fondateurs de cette coalition. On a choisi majoritairement Amadou Ba, mais mon parti étant un parti souverain, membre de cette coalition, a désigné son leader, Maître El Hadji Moustapha Diouf, comme candidat de la coalition Maître El Hadji Diouf président. Et puis, le nouvel ambassadeur itinérant Ousmane Noël Dieng n'est pas d'accord avec le chef de l'État sur le choix d'Amadou Ba pour porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar à cette présidentielle de 2024. Malgré tout, il demande au Premier ministre de descendre sur le terrain, sonner la mobilisation autour de sa candidature. Ousmane Noël Dieng au micro de Fatou Mbow. Monsieur Amadou Ba, son Excellence, le président de la République vous a choisi. Et si vous voulez gagner l'élection présidentielle de 2024, ne cherchez pas des hommes forts, ce serait un lobby. Et vous aurez des difficultés à gagner donc. Vous êtes la dernière personne à rejoindre le parti et vous êtes choisi. Donc les gens ne vont pas vous rater. Descendez sur le terrain, appelez les hommes qu'il faut, notamment Diène Farba Sarr, pour vous accompagner. Si mon mentor n'a pas encore donné son mot sur ce choix, donc moi aussi, Ousmane Noël, je dis non par rapport au choix porté sur Amadou Ba. Nous voulons un minimum de considération parce que nous avons des militants avec nous. Donc, que tout soit clair entre nous pour l'intérêt de Kaolack. Il faut que vous respectiez Diène Farba Sarr. Si vous voulez gagner l'élection présidentielle à Kaolack. Franchement, respectez Diène Farba. Pour respecter Diène Farba, Ousmane Noël nee na waaw. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous reparlons du drame de Diokoul avec la mort d'un jeune à la suite d'une bagarre entre pêcheurs et candidats à l'immigration irrégulière. Les faits ont eu lieu ce dimanche. Les derniers développements avec l'autopsie qui a été pratiquée ces dernières heures. Mohamed Ali Mouba. Aux dernières nouvelles, l'autopsie ordonnée par le procureur de la République sur le corps de la victime a été effectuée, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. En attendant de disposer évidemment de ces résultats de l'expertise médicale, la famille de la victime a été invitée à se rendre à l'hôpital pour récupérer le corps. Le procureur de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête au sujet de cette bagarre entre pêcheurs et candidats à l'immigration irrégulière à l'origine du drame, veut connaître les circonstances exactes de la mort de ce jeune. Selon des sources concordantes, il s'agit d'une bagarre entre pêcheurs et candidats à l'immigration irrégulière. Une affaire de vol de moteur a été évoquée. La police, qui a commencé ses enquêtes, a arrêté 5 jeunes. L'affaire pourrait avoir des développements plus graves car selon Libération, plusieurs disparitions sont signalées à la suite de cette rixe entre les deux camps. Autre affaire, des mineurs en détention au commissariat de Grand Dakar. À l'origine, un vol de téléphone. Selon les parents de ces jeunes, tous ont dormi au commissariat alors que le coupable a pris la fuite et sa grand-mère, qui est venue restituer le téléphone, a reconnu que c'est son petit-fils qui a commis le vol à la suite d'une agression sur une femme de nationalité étrangère. Au secours, nos enfants sont innocents et doivent retourner à l'école. C'est le cri du cœur des parents qui se trouvent actuellement au commissariat. Seydou Nourouba.
Des parents désemparés devant le commissariat de Grand Dakar. Leurs enfants, tous des mineurs, ont dormi dans ce lieu de détention. Jusqu'à présent, ils ont passé la nuit ici. Des enfants, loin d'être coupables de ce qui leur est reproché, selon eux, un vol de téléphone portable est passé par là après une séance de lutte au terrain Ngelaou au quartier Nyariteli. Quand le Mbappa est terminé, nous, nos fils, étaient chez nous. On n'a pas encore allé là où était. La femme, on l'a agressée à la rue Konduyatou. Mais nous, on habite à Africa, elle n'est pas sénégalaise. Elle ne connaît pas les gosses. Nous, ce qui nous fait un peu problème, la femme, comment il a fait amener pour venir chercher les gosses, amener les gosses chez nous. Et la preuve que ces mineurs en détention ne sont en rien coupables. C'est quand on parlait qu'elle m'a fait comprendre que le téléphone était là et qu'elle l'a retrouvé après avoir fouillé la chambre de son petit-fils qui a fui et qu'elle ne pouvait pas accepter que des enfants innocents passent la nuit ici. Selon leurs parents, le commissariat de Grand Dakar exige la présence de l'auteur ou des auteurs de l'agression pour décider de la libération ou non de leurs enfants. Tous les 6 doivent retourner dès demain à l'école. Les 2 font la 4e, les 4 font la 3e collège. Mon fils est dedans. Nos tentatives pour entrer en contact avec le commissariat de Grand Dakar afin de recueillir la version de la police sont infructueuses pour l'instant. À Tambacounda, la jeune élève qui avait été arrêtée dans le cadre de l'enquête sur l'attaque de 2 boutiques à Kidira a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire. Quant aux auteurs des 2 attaques à main armée et le vendeur d'armes, ils sont finalement placés sous mandat de dépôt. Ils sont actuellement à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda. Papousseinou Diallo. Les 2 braqueurs Momodou Diallo alias Simpara, âgé de 23 ans, le lycéen Abdourahmane Diara, 21 ans, et le vendeur d'armes sont placés sous mandat de dépôt après leur face-à-face avec le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tambacounda. Quant à l'élève et petite amie du cerveau de la bande, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Cela suite à l'information judiciaire ouverte contre eux pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'armes à feu commis la nuit et moyens de transport, cause et blessures volontaires, mais aussi détention illégale d'armes et des munitions. Les faits se sont produits dans la commune de Kidira, département de Bakel, lorsque 2 individus enturbanés et armés de pistolets automatiques artisanales ont fait éruption dans la boutique de ressortissants mauritaniens sise au quartier Pont. L'un des assaillants a tout simplement ouvert le feu sur Saïd Al-Mustafa, admis aux urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda. Le lendemain, la même bande a fait éruption dans la boutique de Baye Ibressé sise au quartier Liberté de Kidira, où elle a volé la somme de 238 000 francs. Leur forfait accompli, la bande a tiré des coups de feu en l'air pour protéger leur fuite à bord d'une moto. L'enquête menée par les gendarmes de Kidira a permis de mettre la main sur le lycéen, le cerveau, sa petite amie élève et le vendeur d'armes. L'argent volé dans la boutique de Baye Ibressé, l'arme, les munitions, les 2 cagoules et la moto ont été également retrouvés chez Simpara. Tambacounda, Papousseinou Diallo, RFM. 12h14, rentrée des classes demain, 5 octobre, à Saint-Louis. Les élèves s'y préparent activement. Ousseynou Diop, notre correspondant, est allé à la rencontre de 2 jeunes filles du collège Amadou Sow Ndiaye et du lycée Charles de Gaulle. Elles promettent de bien travailler cette année. Mariem Diop et Adam Mbodj préparent la rentrée des classes. Scientifique. En classe de 6e, Mariem va acheter ses habits ce soir et une partie de ses fournitures scolaires. Je vais aller au marché avec ma mère, acheter des fournitures, des sacs à dos et des habits pour la rentrée. Adam Mbodj a quant à elle tout préparé. En classe de première S1 au lycée Charles de Gaulle, elle a déjà acheté ses fournitures scolaires. Le jour de la rentrée est pour elle un grand événement. Demain, je compte y aller avec mon sac contenant des stylos, des cahiers bloc-notes avec les matériels nécessaires et des livres, etc. Ensuite, je compte acheter des habits, des chaussures, des fleurs. Pour ces jeunes filles, la rentrée des classes est un jour important et spécial. Toutefois, elles promettent de bien travailler pour satisfaire leurs parents, qui ont beaucoup dépensé pour la rentrée. Qui ne regrettent pas d'avoir dépensé de l'argent pour nous inscrire et pour acheter des matériels, fournitures pour nous. Faire les choses meilleures que l'année dernière. J'aimerais gagner le concours général. J'aimerais aussi terminer mes études en tant que scientifique et de continuer avec la terminale S1. À Saint-Louis, les élèves préparent la rentrée des classes prévue dans moins de 24 heures. Reste à savoir si le slogan Ubitei Djangatei sera matérialisé dans l'académie de Saint-Louis. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM.
En tout cas, à Linguère, la carte scolaire a subi des changements. 15 écoles du département ont été fermées, faute d'enseignants. Une annonce de l'inspectrice d'académie. Pendaba soutient néanmoins qu'au niveau des autres écoles, tout est fin prêt pour accueillir les élèves. Elle demande par ailleurs aux parents de faire preuve de rigueur avec les enfants pour une matérialisation du concept Ubitaï Djangataï. Pendaba, l'IA de Louga au micro de Nafissa Tundiaï. Les CDD sont tenus au niveau des départements sous la présidence des préfets et qui ont eu vraiment à identifier tous les besoins immédiats, c'est-à-dire désinfecter les écoles, désherber, donc en rapport avec les services techniques départementaux et même les territoires régionaux. Donc ces opérations sont en train de se faire. Au niveau également des écoles, les inscriptions et les préinscriptions également se déroulent normalement. Nous osons espérer que le jeudi 5, que nous aurons la présence des élèves. En tout cas, des sensibilisations sont en train d'être faites pour que les parents puissent amener les enfants le jour de la rentrée et que ce concept soit une réalité au niveau de l'académie de Louga. Est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants dans la région? Pour le moment, quand même, nous avons un déficit, surtout au niveau de l'élémentaire. J'ai eu information que 15 écoles ont été gelées à Linguère, faute d'enseignants. Parfois également, c'est faute d'élèves, parce que nous sommes là dans la zone de pôle transhumant. Et lorsque la famille se déplace avec les enfants, malheureusement, les écoles n'ont plus d'élèves, tout simplement. Et on est obligé de les fermer en attendant le retour des enfants. Donc là, nous attendons la mise à disposition du personnel enseignant par le ministère. Et en ce moment-là, nous pourrons maintenant réouvrir ces écoles-là. Concernant le ratio inspecteur-enseignant, est-ce qu'il y a suffisamment d'inspecteurs? Au niveau des... il n'y en a jamais assez. Le corps de contrôle, tout le monde sait qu'ils sont en insuffisance. Au niveau des IF, ils sont bien dotés en inspecteurs. Mais au niveau de l'IA, même c'est là où on manque d'inspecteurs. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Ndiassane, dans la ferveur religieuse du Gamou, sur place des milliers de fidèles Khadr al-Kuntiyu, ils sont nombreux à se recueillir sur les mausolées, tous venus prier pour la paix et la stabilité du pays. Notre envoyé spécial, cher Anta Diop. Des fidèles venus des 4 coins du pays, de la sous-région et d'ailleurs des hôtes accueillis dans d'excellentes conditions de séjour. Ce gamou est aussi marqué par la lecture du Saint-Coran, le recueillement auprès des mausolées des vénérés chers, des causeries religieuses axées sur la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur les instructions du calife, il a instruit tout au début déjà du mois de lunaire, à chaque jour que les disciples fassent descendre la lecture du Coran ici, mais particulièrement aujourd'hui. En effet, moi je suis talibé de Tivaouane, mais à chaque fois je viens à Ndiassane pour célébrer ensemble avec les talibés Khadr la journée dédiée au baptême du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela nous fait plaisir. À la mémoire aussi de tous nos disparus et de nos érudits, nous souhaitons vraiment que tout ce qui vient comme événement dans ce pays, que Dieu nous aide à surpasser nos ambitions, à surpasser nos passions pour que tout se déroule dans la paix. Pour te dire vrai, on est bien, franchement, on est tout content. Je prie pour tout le monde, pour la paix et pour tout le monde. D'éminents islamologues et professeurs vont débattre du thème la méthode de dédication et d'enseignement de Mame Cheikh Bou Kounta. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, est attendu à Ndiassane. Il va présider la cérémonie officielle. Ndiassane, Cheikh Anta Diop, Radio Futur Média. Effervescence et ferveur religieuse également à Medina Baye qui célèbre le Gamouat ce soir. Les nombreux pèlerins présents dans la cité religieuse sont partagés entre prières et ziyar au mausolée de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass. Suivons le reportage de notre envoyé spécial Boubacar Dian. Les fidèles viennent par dizaines ici au mausolée d'El Hadj Ibrahima Niass pour effectuer leur ziyar. Ibrahima Ngom en fait partie, il vient tout juste d'en sortir. Je viens de Fatick comme ça pour célébrer ce Gamouat et aussi visiter le mausolée de Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Il nous a demandé de venir célébrer le baptême de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc nous sommes tous venus ici pour cela. D'autres, comme Astou Diaou, ne comptent pas se départir de leur chapelet durant cette nuit du Gamouat. Elle veut réciter le plus de versets de la Salatul Fatiha possible. Nous comptons passer cette nuit pour le Gamouat en récitant quand même des Salatul Fatiha. Pendant ce temps, le comité d'organisation des activités de la Faïda aménage l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye pour accueillir les milliers de fidèles en cette nuit du Gamouat.
Boubacar Dieng, Medina Baye, Radio Futur Média. Autre aspect de ce Gamouat à Medina Baye, notre correspondante s'intéresse aux activités commerciales tout autour de la Grande Mosquée. Les commerçants réalisent des chiffres d'affaires et autres bénéfices considérables. Fatoumbo. Abdel Sissé, un vendeur installé dans l'enceinte de la Grande Mosquée et originaire du Niger, propose divers produits. Je vends des objets de culte du vénéré Cheikh Ibrahima Niasse. Il affirme que son activité prospère particulièrement en cette période de Gamou. Tout ce qui est lié au Cheikh, les gens l'achètent vraiment. Je viens chaque année, mais vraiment cette année-ci, je ne me plains pas. Alhamdulillah. À quelques pas de là, Hamda, un autre vendeur basé à Kaolack depuis 2002. Sur ses étals, des tapis de prière, bonnets et autres articles dont les prix varient en fonction de la marchandise. Le Nigérian précise que ces produits sont souvent achetés par des étrangers. Le prix de ces bonnets varie entre 1500, 2000, 5000, voire 50 000 francs CFA. Nous avions beaucoup plus de clients et ce sont les étrangers qui achètent le plus. À l'entrée de ce lieu de culte, une variété de parfums est proposée aux clients. Mais ceux du vénéré Cheikh Al-Ibrahima Niasse sont particulièrement prisés. Selon Djagadramé, un vendeur également connu sous le nom de Ndiaga Kourous. Les clients préfèrent Al-Kali Goma, Kafen Kaf et Al-Bouraïda, des parfums que Bagnas utilisait, d'après ce que les gens disent. Les talibés achètent ça. Pendant la période du Gamou à Medina Baye, de nombreux objets de culte, accessoires et autres articles sont mis en vente dans l'enceinte de la Grande Mosquée, au grand bonheur des talibés. Fatoumbo Kaolack, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Niger, le bilan de l'attaque contre l'armée à Taoua, plus lourd que les chiffres avancés par les autorités lundi. Selon RFI, des sources sécuritaires et civiles nigériennes font état de 60 morts au moins, sans compter les soldats toujours portés disparus. Lundi soir, la junte au pouvoir avait annoncé le chiffre de 29 morts et décrété un deuil national de 3 jours. Ces militaires sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés du groupe État islamique au Grand Sahara. Les soldats tués venaient au secours des gardes nationaux pris dans une première embuscade non loin de Takanamat dans la région de Taoua. Au Soudan, 10 civils tués et 11 blessés à Khartoum hier dans un bombardement des forces paramilitaires. Bombardement qui a touché des habitations, une mosquée et un centre médical selon un comité de résistance locale qui s'est confié à l'agence France Presse. Des obus sont tombés dans le quartier d'Al-Samrab dans le nord de la capitale Khartoum. L'avion saisi du président de la République du Congo adjugé aux enchères. Un Falcon 7X adjugé à 7,1 millions d'euros. L'appareil a été saisi en juin 2020 à Bordeaux en France où la vente aux enchères s'est déroulée. Khadija Touane. Cette saisie par huissier lors de travail de maintenance fait partie d'une longue série de procédures judiciaires engagées depuis des décennies par le patron de la société, Komi Simpex, un homme d'affaires libanais contre l'État du Congo. L'appareil a été produit par Dassault Aviation. La vente aux enchères a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux en décembre 2022, puis confirmé en juin 2023 par la Cour d'appel avec une mise à prix initiale fixée à 7 millions d'euros. Cette vente doit permettre d'indemniser Komi Simpex pour des travaux publics non payés. Le patron de cette société, un ancien proche du président, Sassou Nguesso, avait décroché plusieurs contrats entre 1983 et 1986 pour la construction d'un pont ou d'un village. Mais en 1986, après l'effondrement des cours du pétrole, la situation économique de la République du Congo s'était détériorée et seule une partie des travaux avait été réglée. La Cour internationale d'arbitrage de Paris a condamné 2 reprises le Congo à indemniser la société en 2000 puis en 2013. Au cours des années, la somme réclamée par l'homme d'affaires a gonflé, passant d'environ 100 millions d'euros lorsque le litige s'engage en 1992 à environ 1,7 milliard d'euros aujourd'hui.
Aux États-Unis, Kevin McCarthy évincé de son poste de président de la Chambre des représentants. C'est une première dans l'histoire du Congrès américain. 216 élus ont voté pour le destituer, dont 8 républicains contre 210. L'aile droite du Parti républicain lui reprochait d'avoir négocié avec l'opposition démocrate un budget provisoire pour financer l'administration fédérale. Kevin McCarthy a annoncé qu'il ne se représenterait pas, même si les règles parlementaires l'y autorisent. En France, le Conseil des ministres a acté la dissolution du mouvement catholique intégriste Civitas. Une annonce ce matin du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Le mouvement est accusé notamment d'appeler à entrer en guerre contre la République, y compris en recourant à la force. Le prix Nobel de chimie à présent, le prix Nobel est attribué à 3 chercheurs. L'américano-tunisien Mungi Bawendi, l'américain Louis Bruss et le russe Alexei Ekimov. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur les points quantiques. Les 3 chercheurs travaillent aux États-Unis. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité des sociétés minières par rapport au développement social et économique des communautés vivant dans les zones d'exploitation. Comment, à ce sujet, analyser le discours du Premier ministre hier à l'inauguration de la conférence Exposition sur les mines au Sénégal, le Premier ministre qui a dit qu'il était inadmissible que les communautés qui vivent dans les zones d'exploitation vivent dans la pauvreté au moment où ces sociétés exploitent les ressources minières. Pour en parler, nous serons avec M. Ngouda Soumaré, maire de Saraya dans la région de Kédougou, et avec Demba Seydi également, coordonnateur régional senior de l'ONG Publiez ce que vous payez en Afrique francophone. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Football, Coupe du monde des sourds-muets, le premier finaliste connu. Oui, il s'agit du Japon qui a battu ce matin en demi-finale l'Égypte par 4-1. Les Égyptiens qui avaient mené au score avant de se faire rejoindre par les Japonais. 1 but partout à la fin du temps réglementaire. C'est après prolongation que le Japon a gagné 4-1. Les Japonais vont donc rencontrer en finale le vainqueur de la seconde demi-finale qui démarre dans 3 minutes. Le Sénégal qui affronte l'Ukraine, championne olympique en titre. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la deuxième journée des phases de groupe. 2 buts partout, score final. Ce sont d'ailleurs les seuls buts que les deux sélections ont encaissés jusque-là, donc en 5 matchs. Au plan offensif, le Sénégal a marqué 11 buts contre 18 pour l'Ukraine. Comment donc l'équipe du Sénégal doit faire pour éviter d'encaisser face à cette attaque prolifique? Tentative de réponse avec l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale des sourds-muets, il s'appelle Abdou Aziz Dia. J'ai regardé l'adversaire joué, qui est donc le favori du tournoi. Je pense qu'il n'y a que l'équipe du Sénégal qui a réussi donc à marquer 2 buts contre l'Ukraine. C'est que donc Jules va beaucoup travailler d'abord sur la défense. Parce que si nous arrivons donc à marquer 2 buts vraiment contre l'Ukraine, ça veut dire que donc il y a de la place pour faire un bon match. Là, il va aussi falloir vraiment que la bande à Issa Tal, je vous parlais de Khadim Maron, je vous parlais donc de Laurent Mendy et de Papa Diarra. Donc de mieux s'organiser, de jouer donc avec vraiment une défense bloc pour ne pas au moins donc laisser l'adversaire d'espace donc pour pouvoir donc les concrétiser. Je pense qu'actuellement si on arrive donc aussi à marquer demain, on pourra aussi vraiment donc aller en finale. Voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, jouer toujours bien ne suffit pas, mais souhaitons vraiment donc que Dieu soit avec nous. L'ex-sélectionneur de l'équipe nationale des sourds-muets du Sénégal donc, qui affronte dans 1 minute l'équipe ukrainienne en demi-finale donc, de la Coupe du monde des sourds-muets. Le vainqueur affronte en finale le Japon. Bonne chance à nos Lions. Ligue des champions européenne, suite de la deuxième journée. Dans le groupe F à 19h, le Paris Saint-Germain qui se déplace en Angleterre pour affronter Newcastle, Borussia Dortmund, AC Milan à la même heure dans le groupe G. Étoile rouge de Belgrade de l'attaquant sénégalais Chérif Ndiaye qui reçoit les Suisses de Young Boys Berne. Leipzig, Manchester City, le champion en titre. Le match est prévu à 19h. Le FC Barcelone se déplace à Porto à 19h également. Et puis dans le groupe E, Atlético Madrid, Feyenoord. Le match est prévu
à 16h45. À Bambey, l'ASC Cheikh Anta de Tchaitou suspendu des Navétanes. C'est dans la commune de Dinguiraï. La dite ASC est suspendue pour fait de troubles et menace de paralyser les Navétanes dans la zone. Les dirigeants de l'ASC Cheikh Anta de Tchaitou qui crient au scandale et dénoncent une violation flagrante des textes qui régissent le championnat populaire de football. La correspondance de Babacar Diouf. Joueurs comme supporters dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice. Il n'est écrit nulle part dans les RG qu'on peut siéger à travers des photos ou des vidéos. Alors que ça, c'est pourquoi je l'appelle soi-disant PV. Parce qu'un PV bien formé se base sur ces articles-là. Rapport de l'arbitre, rapport du délégué, rapport du superviseur anonyme. Alors qu'il y avait une absence totale. Arrivé au niveau de l'ODCAV, il leur a appuyé. Il a confirmé l'existence de ce rapport-là, ou bien de ce PV. En venant ici, ils m'ont obligé de signer ce PV et j'ai catégoriquement refusé. Une injustice que l'ASC Cheikh Anta Diop de Tchaitou ne compte pas laisser prospérer. Où ils ont mentionné, le président de la zone 17 a été suspendu pour 4 ans. Alors que la CQRP départementale n'a nullement le monopole de me suspendre. Parce que je suis membre du comité directeur de l'ODCAV. Seuls les 2/3 du bureau pour me suspendre. Donc c'est une injustice et ça ne passera jamais. Il menace alors de paralyser les Navétanes dans la zone 17 de l'ODCAV de Bombay. Nous lançons un appel à toutes les autorités administratives et toutes les autorités locales que ni loolu moom doon waxee de bal bi daw ci terrain di ngiram loolu waxuñu ko mais injustice bi moom day dakk parce que nag liy raam ci ñag bi la jëm te caytu ku leen xam ni duñu guy gu daaru kenn duñu jàngee. Nos tentatives d'entrer en contact avec les mises en cause sont jusque-là restées vaines. Bombay, RFM Babacar Diouf. Et puis basketball masculin, on joue les demi-finales allées de la Coupe du Sénégal. Les matchs prévus à Louga et à Dakar. D'abord à Louga, à 16h au stade municipal. Louga Basket Club qui reçoit AS Ville de Dakar. À 18h au stade Marius Ndiaye, la Jeanne d'Arc de Dakar joue le Dakar Université Club. Les deux équipes s'étaient affrontées en finale de la Coupe du maire de Dakar. C'était le week-end dernier. Trophée remporté par la JR Suleiman. Merci Youssouf Bodian. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Notre dossier du jour, dépenses quotidiennes, celle du Magal et du Maouloud, s'y ajoutent maintenant les frais de scolarité des enfants, un véritable casse-tête pour les parents qui peinent à joindre les deux bouts. Au vu de cette conjoncture, les parents appellent à une effectivité de la gratuité de l'éducation au Sénégal. Koumba Sandiane Faye. Trouvé devant son agence, Sidi Gaye est gérant d'eux. L'auto-école Lamine Mané plus 2 instituts. Il est père de famille, papa d'une fille qui doit s'inscrire à l'école. J'ai qu'une seule fille qui va à l'école pour le moment, mais c'est un peu dur quand même. En cette période d'ouverture des classes, c'est le casse-tête pour bon nombre de parents d'élèves. Au vu du concours de circonstances de la vie, cherté des denrées, location, s'y ajoutent les frais de scolarité des enfants. Papa Sidi est aussi affecté. Parce qu'avec la cherté des inscriptions, et y compris les fournitures, le bus et autres, ça devient un peu difficile pour les parents aussi. Mais c'est la fin du mois, l'argent est là. Ouais, c'est la fin du mois, l'argent est là, mais avec les événements qui ont suivi, le Magal, le Gamou et autres, et les dépenses quotidiennes aussi, c'est un peu difficile. Les fournitures et l'inscription sont très chères. Et la fille, elle est à l'école publique ou privée? Non, elle est à l'école privée parce que c'est une bonne école, mais c'est un peu cher aussi. Donc à la fin de ce mois, il va falloir débourser encore? Il va falloir débourser maximum 65 000. Parce qu'il y a compris la cantine, le bus et les inscriptions. Isidore Badian habite la Padoie. Lui aussi est parent d'élèves. Oui, j'ai une élève avec moi. Il dit subir ce qui semble être de la pression financière et psychologique pour les parents qui peinent à tenir les deux bouts. Déjà, il y a la location. Et en plus, les entreprises, maintenant, c'est tout à fait difficile. Tu restes jusqu'au fin du mois, même jusqu'au 5, même ils n'arrivent pas à payer les gens. Donc, sincèrement parler, c'est un peu dur pour nous les parents d'élèves. Il serait bien alors pour l'État de revoir en baisse les frais de scolarité pour rendre effective la gratuité de l'éducation afin que tout enfant ait accès à ce droit universel. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Barça Walla Barsakh, cette bataille rangée au large de Diokoul qui fait des morts et des disparus. Libération qui donne la nouvelle nous dit que ce sont des candidats à l'immigration irrégulière qui se sont battus avec des pêcheurs au large donc de cette localité dans le Rufisque. Une bataille rangée, elle fut sanglante, un corps sans vie repêché, d'autres candidats au voyage toujours portés disparus. Le journal soutient que ce sont les accusations de vol d'un moteur de pirogue qui a mis
le feu aux poudres. En tout, 158 candidats au voyage ont été interceptés par la Marine nationale. 2 embarcations avec 317 passagers, dont 7 femmes et un enfant qui accostent à El Hierro dans les îles Canaries. Sur terre à Madouba, le Premier ministre fait la leçon aux entreprises qui évoluent dans le secteur minier. Selon Amadouba, repris par Le Quotidien, les entreprises doivent comprendre qu'il est inacceptable désormais qu'elles prospèrent alors que des communautés continuent de s'appauvrir. Du haut de la tribune du 7e Salon international des mines, Amadouba milite pour une exploitation durable des ressources. L'industrie contribue à hauteur de 4,8% dans le PIB. La politique, le choc des ambitions à Benno Bokk Yakaar, pas moins de 10 candidats à la candidature constate en quête le Jolof, le Ndiambour et le Fouladou. Ces candidats dans les bastions électoraux de la majorité. Et l'âge Demba de l'APR avertit, ils vont se rendre bientôt compte qu'il n'y a aucune adhésion à leur candidature. Quoi qu'il en soit, pour le parrainage du candidat de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Marième Faye Sall se jette dans la bataille, constate l'AS. Pendant ce temps, les candidatures se multiplient. Elles sont arrêtées aujourd'hui à 206 candidats à la candidature ont retiré des fiches de parrainage à la direction générale des élections. Dans le journal L'Observateur, à lire cette interview d'Anta Babacar Ngom, fille à papa, Anta Babacar Ngom refuse. Elle dit: je me suis donné les moyens d'être ce que je suis. On ne m'a rien donné, je n'ai rien hérité et je ne suis pas une fille à papa. Cela fait des années que je regarde mon pays se dégrader. J'ai décidé donc d'agir. J'ai décidé de me lancer en politique. Fin de citation. Dans le journal L'Observateur toujours, parrainage, la duperie, les pièges et la pagaille, la fausse guerre des chiffres des hommes politiques, les éclairages de Mondia Sissi à lire dans le journal sur le processus de décompte et les erreurs à éviter. Dans le journal Source à Macky qui fait du Guissané. Et oui, le confrère nous dit que le numéro 117 de la fiche de collecte de parrainage du candidat Amadouba a fait parler de lui au cœur de la réunion de Benno Bokk Yakaar. Macky dit que le chiffre 117 équivaut à 1 plus 1 plus 7, c'est-à-dire 9. Et inutile de vous expliquer, c'est bien fait, déclare-t-il encore. D'après ce qu'en sait le journal, le chiffre 117 fait allusion à Al-Mouyin, un des noms de Dieu qui rend puissant. Dans le journal Source, la plainte du directeur général de Dakar Dem dit qu'après la vente de l'épave d'un bus, le dossier s'emballe. Oui, le confrère écrit que le procureur qui a été saisi du dossier a finalement décidé de confier l'affaire à un juge d'instruction. Ce dernier a retenu la date de ce mercredi pour les auditions et il tient également à entendre la version du grand frère du directeur général et du directeur technique de la société Dakar Demdik. Et puis sport pour boucler à la une. Aujourd'hui, l'équipe du Sénégal des sourds-muets rencontre l'équipe d'Ukraine. Nous sommes bien dans le cadre de la Coupe du Monde des sourds-muets. Un dernier saut historique pour passer en finale en cas de victoire. À midi donc, temps universel, les protégés de Souleymane Baro Fomba, l'entraîneur, vont aller à l'assaut des joueurs ukrainiens. Le tournoi a lieu en Malaisie. Le journaliste Stade Quotidien parle de chaudes retrouvailles entre le Sénégal et l'Ukraine après la phase aller. Le duel s'était soldé par un match nul, 2 buts partout. L'Ukraine est revenue au score en seconde période après avoir été menée 2-1 par le Sénégal. Mon confrère écrit que cette fois, le duel entre le Sénégal et l'Ukraine connaîtra bien sûr un vainqueur. Bon lecteur. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h39, bientôt, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler de l'exploitation minière au Sénégal avec cette sortie hier du Premier ministre qui s'est adressé aux sociétés minières en leur disant qu'il était inacceptable qu'elles prospèrent tandis que les communautés qui vivent dans les zones d'exploitation s'appauvrissent davantage. Et nous allons analyser cette sortie et plus globalement la responsabilité sociale et économique de ces sociétés minières au Sénégal. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec M. Ngouda Soumaré, ancien maire, et pas maire actuel, autant pour nous, ancien maire de Saraya, dans la région de Kédougou. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Demba Seydi, coordonnateur régional senior de l'ONG Publiez ce que vous payez en Afrique francophone, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Bonjour, monsieur Seydi. Bonjour, Souleymane. Mais d'abord, Ngouda Soumaré, ancien maire de Saraya, puisque c'est vous qui êtes sur place, Saraya.
dans la région de Kédougou, où sont concentrées une très grande partie des ressources minières du Sénégal, l'or et d'autres ressources, j'en passe. Hein. D'abord, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte d'état des lieux, mais très rapide, par rapport aux relations entre les sociétés minières et les communautés? Quelle est l'évaluation que vous en faites? Est-ce que la relation, sans être peut-être égalitaire ou équitable, au moins est supportable d'après vous, en termes de retombées de cette exploitation des ressources minières sur les communautés vivant dans la zone? Est-ce que c'est équitable? Je crois que c'est de trop demander. Ça ne peut pas être équitable. Vous savez, quand on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, c'est tout simplement que la société n'est pas obligée. Elle fait ce qu'elle peut. Quand les communautés s'adressent à ces sociétés, c'est des demandes. Et quand vous demandez, celui qui donne vous donne ce qu'il peut. Voilà la réalité du terrain. Ce n'est pas parce que les sociétés minières ne font rien dans ces communautés. Non. Il y a des réalisations, palpables, visibles, mais par rapport à ce qu'ils peuvent faire, c'est ce que les gens revendiquent. On fait quelque chose, mais peut mieux faire. Voilà la réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de Saraya, qui est devenu vraiment un département minier grâce à l'or. C'est une réalité aujourd'hui palpable. Partout il y a de l'or, les gens exploitent et les gens cherchent, et aujourd'hui d'autres cherchent, font tout pour exploiter. Mais quand vous venez dans le département de Saraya, par rapport à ce que vous apprenez vraiment ailleurs, vous êtes surpris, parce que ça ne reflète pas la réalité du terrain. Allez à Sabodala, allez à Sossanto, allez à Mako, allez à Tomboronkoto, venez à Saraya et ailleurs, mais ça ne reflète pas, c'est vraiment ce que les gens pensent. Les gens pensent que vraiment, voilà un département, une région qui exploite de l'or, certainement, vraiment, les gens sont heureux. Non, et il n'y a pas que l'or, hein. C'est certainement l'or qui est exploité, mais il y a d'autres ressources, dont des ressources stratégiques. Oui, l'uranium aujourd'hui est une réalité. Hein. Le lithium et beaucoup de le manganèse, beaucoup d'autres ressources. Le manganèse est une réalité, le fer, tout le monde sait que c'est bien sûr, le cuivre, le chrome, j'en passe. Il y a beaucoup de ressources dans cette région de Kédougou et plus particulièrement dans le département de Saraya, où se sont déroulés les événements tragiques au village donc vous l'avez dit tout à l'heure, ces populations qui ont manifesté, il y a eu deux morts. Demba Seydi, comment expliquer cette situation? C'est un secteur théoriquement transparent à la faveur de l'ITIE. Les sociétés déclarent non seulement ce qu'elles gagnent, mais aussi ce qu'elles reversent à l'État et aux communautés. Quand se fait-il que le Premier ministre en arrive à dire à ces sociétés que la situation actuelle est inacceptable? Souleymane, si vous voulez de façon très résumée comment décrire la situation à Kédougou, je vous renvoie juste à notre jargon qui s'appelle paradoxe de l'abondance. C'est-à-dire, la région est abondante en ressources naturelles, elles sont exploitées, malheureusement les populations n'en tirent pas profit. Elles tirent beaucoup plus des externalités négatives de l'exploitation minière. Cela ne veut pas dire que les compagnies ne sont pas en train de faire des efforts en matière de RSE. Mais encore une fois, je rappelle que la RSE n'est rien d'autre qu'une action sociale volontaire. Tout à fait. Monsieur le maire. Alors, ceci dit, il y a des obligations qui incombent à ces sociétés minières qui exploitent. Il y a des obligations qui incombent à l'État du Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, si le Premier ministre Amadouba revient sur l'état même désagréable de ces populations au niveau de Kédougou, y compris fustiger cette situation-là, je voudrais renvoyer le Premier ministre à 2-3 rappels historiques. Le Premier ministre actuel était le directeur des impôts et domaines en 2012 quand on révisait le Code général des impôts du Sénégal. Donc, ce Code général des impôts-là implique tout ce qui est
taxes et impôts liés à l'exploitation minière. Donc, il était d'abord de sa responsabilité de la mise en œuvre de ce code jusqu'au moment où il est devenu ministre des Finances. Étant ministre des Finances, il continue de jouer le même rôle de garantir la mise en œuvre du Code général des impôts, mais aussi c'est que dans les négociations de tous les contrats et dans la mise en œuvre des obligations financières de ces compagnies et de l'État, il est de sa responsabilité que cela soit effectif. Et enfin, il devient Premier ministre aujourd'hui. Et finalement, il regroupe toutes ces responsabilités-là en tant que Premier ministre, c'est-à-dire que lui contresigne tous les contrats que l'État du Sénégal signe avec aujourd'hui toute compagnie étrangère, mais finalement, il est l'alpha et l'oméga de toute la chaîne de valeur en termes de mise en œuvre des obligations et de l'État et des compagnies. Alors, ce discours qu'il a tenu hier, c'est plutôt un discours de M. le maire, c'est plutôt un discours des populations, c'est plutôt un discours de la société civile qui voudrait aujourd'hui fustiger et revendiquer son dû. Ce n'est pas au Premier ministre de revendiquer. Lui, ce qu'on attend de lui beaucoup plus, c'est de prendre des mesures fermes aujourd'hui pour d'abord que l'État verse ces 20% du fonds d'appui et de péréquation, nous l'avons toujours dit, depuis 2009 jusqu'à nos jours. Ensuite, les 0,5% du chiffre d'affaires brut des compagnies qui doit être versé à ces populations-là, et cela est de la responsabilité des compagnies. Si aujourd'hui le Premier ministre veut que la situation change, il suffit que ces deux mesures-là soient prises et on peut d'ailleurs naturellement renoncer à tout ce qui est... Mais est-ce qu'il a des marges de manœuvre en sachant que ces sociétés ne sont pas dupes, ne sont pas des philanthropes? Au moment de signer les contrats, il y a des clauses de stabilité qui font qu'il est difficile de revenir sur les clauses déjà signées. Or, vous l'avez dit... il y a le Code général des impôts de 2012 avec les modifications bien sûr ultérieures. Il y a aussi le Code minier, mais beaucoup de ces sociétés ont reçu leur autorisation avant cela. Les paiements sociaux, qu'ils soient volontaires ou obligatoires, ne sont pas négociables. C'est-à-dire, il n'y a pas de notion de rétroactivité ou de non-rétroactivité dans ce principe-là. Le principe est que ces compagnies-là, sur la base des dommages qu'elles causent à ces populations-là, sur la base du chiffre d'affaires important que ces compagnies mobilisent dans ce secteur-là, sur la base de l'apaisement des relations que ces compagnies-là ont avec ces populations, tenez-vous bien, s'il y a des relations envenimées entre les populations et les compagnies, les perdants, généralement, c'est les compagnies, parce que leur investissement doit être garanti en termes de sécurité, mais aussi en termes de relations de bienveillance et réputation. Avec les populations qui sont environnantes. Donc, naturellement, il n'y a pas question de renvoyer à la notion de stabilisation. Ici, il s'agit de paiements sociaux obligatoires qui incombent à toutes ces compagnies-là. Naturellement, l'argument maintenant de stabilisation n'est plus valable sur ce point de vue-là. Et d'ailleurs, le ministère des Mines de l'Or a rappelé récemment que certaines sociétés ont opposé à l'État du Sénégal ce principe-là. Donc, ce qui fait qu'il n'est plus valable. Deuxièmement, c'est la même administration qui est là depuis 2012 jusqu'à 2023. Donc, naturellement, il y a des compagnies qui jusque-là ne paient même pas le minimum d'impôts et taxes qu'ils doivent à l'État du Sénégal. Donc, finalement, où se trouve le problème? Vous voyez aussi que même si les compagnies opposées à ces populations-là, ce principe-là, mais l'État du Sénégal doit à ces populations-là les 20% du fonds d'appui et de péréquation. Finalement, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de clause de stabilité qui empêche à l'État du Sénégal de verser aux populations ce qui leur est dû. Donc finalement, je crois qu'il y a un réel problème de mise en œuvre et d'effectivité de ces lois que l'administration sénégalaise elle-même produit à l'endroit des populations. Demba Seydi, merci. Vous êtes le coordonnateur régional senior de l'ONG Publier ce que vous payez en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Dernière question pour vous, M. Ngouda Soumaré. Je rappelle que vous êtes l'ancien maire de Saraya dans la région de Kédougou. Votre réaction sur la sortie du Premier ministre, ça vous encourage ou est-ce trop tard? Nous disons même, nous avons applaudi, c'est le Premier ministre même qui confirme déjà les déclarations et les points de vue vraiment de collectivités et de la population au niveau de ces régions-là. Mais c'est une très bonne chose. Mais comme l'a dit Demba Seydi, c'est des gens, lui il était là depuis très longtemps, ainsi de suite. Mais il appartient à l'État d'appliquer ces mesures. Les populations subissent. Nous ne faisons que subir tout simplement vraiment tout ce qui est
vraiment contrats de la part de l'État et des sociétés. Et il a dit, hein, les sociétés là non seulement vraiment ne s'acquittent pas vraiment de leurs devoirs, mais allez voir de l'environnement, ce qui se passe, allez à Sabodala. Sabodala, pratiquement, ils ont perdu tous les champs de culture, ainsi de suite, parce que les sociétés viennent, ça ici, on va exploiter. Vous avez vu le cas de Tomboronkoto tout dernièrement. On vient dans un village, vraiment, de dire, voilà, on veut vraiment faire un forage dans le village. Voyez-vous ce que ça signifie? Et vraiment, sans compter encore demain. Le Premier ministre, s'il dit vraiment qu'on doit revoir ces contrats-là, on applaudit, nous avons applaudi, mais maintenant, une déclaration n'est pas vraiment... Une action, tout à fait. C'est tout simplement ça. On lui demande vraiment d'appliquer et de nous associer vraiment souvent vraiment à la signature de ces contrats-là pour que nous puissions donner notre point de vue. C'est nous qui sommes là. Non seulement on suit l'exploitation, mais l'environnement aussi est pourri. Ça, je vous le dis très sincèrement, hein, l'environnement est pourri ici. Ce que Demba Seydi appelle les externalités négatives, c'est-à-dire l'impact négatif de l'exploitation de ces mines sur l'environnement et sur les populations. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage.